La profondeur à laquelle on va trouver des racines, c'est la profondeur à laquelle on aura du carbone qui sera stocké. Waouh! Plus on va avoir des plantes qui vont faire des racines profondes, plus on va sauver la planète. Quand on plante un jardin-forêt, ça n'est pas une forêt, ça imite l'aspect et le fonctionnement de la forêt, mais tout se mange à l'intérieur. C'est phénoménal, on ne connaît rien du sol en fait. On est à peine en train de se rendre compte du potentiel. Je m'appelle Pierre Girard. Je suis journaliste scientifique et je vis entre Paris et Berlin. En parcourant l'Europe, j'ai fait ce constat. Partout, la façon dont nous produisons nos aliments a un impact déterminant sur l'environnement. Un quart des émissions de gaz à effet de serre provient de l'agriculture. Et chaque année, à l'échelle de la planète, nous perdons 24 milliards de tonnes de terres arables. Pourtant, la solution à bon nombre de problèmes est bien là, sous nos pieds. La terre. C'est elle qui nous donne de quoi manger, nous habiller et bien plus encore. En un mot, la terre nous fait vivre. Si nous ne prenons pas soin de nos sols, il y aura toujours plus de sécheresse et d'inondations. Il est grand temps de leur accorder toute l'attention qu'ils méritent. Ce n'est pas pour rien que notre planète s'appelle la Terre. Je suis allé à la rencontre d'agriculteurs et d'agricultrices engagés qui ont fait du sauvetage des sols leur priorité et qui déploient des méthodes bien concrètes pour s'attaquer aux problèmes environnementaux par la racine. Le plus grand réservoir de carbone sur Terre, avec les océans, ce sont les sols. Et les scientifiques ont calculé qu'il suffirait d'augmenter leur teneur en carbone de 0,4% chaque année pour annuler l'augmentation de nos émissions de gaz à effet de serre. Et ce qui détermine si on libère ou si on stocke du carbone dans les sols, c'est l'agriculture. Alors dans cet épisode, on va voir ce à quoi pourrait ressembler le carbone farming que l'Union européenne souhaite promouvoir. Au Pays Basque, je vais à la rencontre de Félix. Il cultive des céréales et élève des vaches qui sont au pré 11 mois dans l'année. C'est une région où il pleut beaucoup et où l'herbe pousse particulièrement vite, alors il a expérimenté un système de pâturage qui permet de stocker du carbone. Et puis dans la Bresse, en région Bourgogne, qui est connue pour ses forêts, j'ai rendez-vous avec Fabrice. Il a créé un jardin-forêt. Il y a planté 1000 espèces végétales différentes et presque tout se mange. Ce sont deux exemples qui montrent que l'agriculture peut stocker du carbone plutôt qu'en émettre, tout en nourrissant les humains. Et notre voyage commence au pied des Pyrénées. Je suis Félix Noblia, paysan au Pays Basque. Mon double défi, c'est d'abord une agriculture qui nourrit les gens et une agriculture qui est positive pour la planète, et notamment en stockant du carbone. Et je travaille maintenant pour que les agriculteurs puissent valoriser le carbone qu'ils stockent dans leur sol pour sauver la planète. Il existe une machine extraordinaire qui est capable d'enlever le carbone de l'air pour le mettre dans les sols. C'est la plante. Qui peut piloter ces plantes? C'est nous, les agriculteurs. Donc, ma technique, c'est que les animaux arrivent tout le temps, chaque jour, dans une nouvelle parcelle où il y a de l'herbe fraîche. Donc là, tu vois, on est en train de découper cette parcelle. Le principe est simple. Félix a découpé ses prés en petites parcelles. Aujourd'hui, il fait paître ses vaches sur la première. La taille des parcelles est calculée de manière à ce que les vaches puissent les brouter intégralement. Demain, elles iront sur la deuxième. Après-demain, sur la troisième, et ainsi de suite. 20 à 40 jours plus tard, selon la vitesse de repousse, les brouteuses retourneront sur la première parcelle, où l'herbe aura de nouveau atteint sa hauteur de pâture idéale. Et donc moi, je tire mes fils pour que mes animaux puissent avoir tout le temps de l'herbe, mais surtout, les animaux n'aillent pas trop abîmer l'herbe. Moins elles vont abîmer l'herbe, plus l'herbe va être capable de repousser vite et de refaire de la végétation. On appelle ça le pâturage tournant dynamique. Mais quel est le lien avec le stockage du carbone ? L'atmosphère terrestre contient environ 880 milliards de tonnes de carbone. Une partie de ce carbone provient des activités humaines depuis la révolution industrielle. Les plantes absorbent le carbone de l'air, qui est nécessaire à la photosynthèse. À partir du CO2 atmosphérique, de l'eau et des sels minéraux qu'elles trouvent dans le sol, et grâce à l'énergie lumineuse du soleil, elles synthétisent des feuilles, du bois, de l'herbe, des racines.
Les plantes utilisent donc du carbone pour produire de la matière vivante. Et elles séquestrent aussi du carbone dans le sol. Au total, dans le premier mètre sous la surface de la Terre, il y a 2500 milliards de tonnes de carbone. Presque 3 fois plus que dans l'atmosphère. Moins on travaille les sols, plus ce réservoir de carbone a des chances de rester intact. Pour bien comprendre le phénomène, parfois, il faut creuser. Les prairies de Félix sont permanentes. Elles ont entre 3 et 60 ans et leurs sols ne sont jamais labourés. Est-il possible de visualiser dans le sol ce stockage de carbone? Il semblerait que oui, et Félix va nous le montrer. Donc on va continuer à chercher nos racines, Ouais. jusqu'où on trouve des racines. C'est vrai, Là, je les vois, les racines. là, on a un ver de Là, terre, là, on a là. un ver de terre qui vient de sortir à 1 mètre de profondeur. Ici. Donc, ici, là, tu vois, cette galerie-là. Là, on a la galerie du verre. À quoi tu vois que c'est carboné ici? Et donc, on voit une différence très nette de couleur. Regarde, Ah ouais. On voit carrément la trace sombre. on voit la trace sombre, et cette trace sombre, c'est du carbone qui est descendu dans l'argile. Et là, on voit la racine. Tout à Et fait. on la voit même ici en dessous. Voilà, il y en a plein, et on va aller voir jusqu'où on en trouve. Parce que la profondeur à laquelle on va trouver des racines, c'est la profondeur à laquelle on aura du carbone qui sera stocké. Et là, ouais, 1m50, 1m55, 1m60. Et des racines vivantes, regarde ça. Ouais, carrément. C'est complètement dingue. On est à 2,10 m de profondeur et il y a des racines de quoi? De chicorée qui arrivent à cette profondeur-là. Et Et donc- ça descend encore. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en descendant dans le profil, on retrouve des racines à plus de 2 mètres de profondeur. Ouais, c'est dingue. C'est complètement dingue. Plus on va avoir des plantes qui vont faire des racines profondes, plus on va sauver la planète. Parce que quand ces racines meurent, le carbone qu'elles contiennent reste stocké dans le sol. Une autre surprise nous attend juste en dessous de la surface. Donc ici, c'est assez incroyable. Tu vois, quand on fait tomber la terre, Ouais. on regarde comment est-ce que la terre se découpe, et on voit très nettement une zone ici qui se détache, C'est quoi où ça? on a vraiment une zone horizontale. Ouais. Ouais, carrément. Alors, vraiment là. Ah, c'est ça. Tout à fait net. Et donc on peut la mesurer, on est à 14-15 cm. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est le travail de sol. Mais il n'y en a pas. Et il n'y en a pas, mais il y en a eu il y a 15 ans. Et ça reste visible comme Et ça ça pendant reste 15 ans? visible comme ça pendant 15 ans, et après les racines ont du mal à passer. C'est quelque chose qui s'appelle une semelle de labour, Ouais. mais les racines, le travail de sol en fait empêche les racines de descendre et empêche les racines d'aller stocker du carbone en profondeur. C'est totalement clair parce que là, on voit les racines qui sont bloquées à ce niveau-là, quoi. Dans 40 ans, le sol d'ici sera comme ça. C'est ouf. Un autre agriculteur s'est lancé dans une expérience pionnière. Partant du principe que les forêts stockent beaucoup de carbone, il s'est lancé pour défi d'en planter une qui produise de la nourriture pour toute sa famille, et peut-être même pour beaucoup plus de monde. On va voir ça chez lui, en Bourgogne. Je suis Fabrice Desjours, j'ai lancé il y a un petit peu plus de 10 ans la mise en place d'un jardin-forêt sur ce site qui était simplement un pré. Le postulat de départ, c'est comment on peut produire de la nourriture en s'inspirant vraiment du modèle de l'arbre, de la forêt, pour créer une forêt qui va se manger. Alors comment faire pour se nourrir autrement? Et tout ça en ayant du coup une réponse forte et adaptée par rapport aux problématiques climatiques, en stockant beaucoup de carbone et en prenant soin du vivant. Tout ce qu'on voit là, c'est vraiment planté par tes soins. Quasiment tout a été planté, or la plupart des chênes qui sont revenus d'une façon spontanée, mais on a aussi un petit peu aidé parce qu'on a fait des semis pour densifier. Bonjour Noisette. Tu nous suis? Tu te promènes toujours avec toi? Ouais, elle a un bon rôle, c'est de faire fuir chevreuil, sanglier. Parce que la particularité d'ici, c'est que le jardin n'est pas refermé. Sinon, il labourerait tes sols en permanence. Il pourrait y avoir certains dégâts sur les strates basses. C'est ton potager ici? Voilà, alors là c'est une clairière potagère, donc il y en a plusieurs dans le jardin forêt. Et c'est ce qui nous permet aussi de continuer la culture de plantes annuelles. Donc ça va être des pommes de terre, ça va être des courges, des pastèques, des tomates. Je vais voir ce que tu as. Ouais. Ça, c'est du chou. Ouais. C'est quoi comme chou? C'est du chou kale. Chou kale, ok. Qu'est-ce qu'il y a ici autour de nous, à part les orties que j'arrive à reconnaître tout de suite? Ici on va avoir de l'hémérocale.
C'est quelque chose qu'on reconnaît facilement quand il est en fleurs. Quasiment tout le monde a ça dans son jardin. Ça se consomme, c'est une plante, on va tout manger. Là, tu as de l'âge des montagnes, donc une plante qui est assez aromatique. Donc tout se mange dans ta forêt, c'est ce qu'on appelle une forêt nourricière ou une forêt jardin. Ouais. Toi, tu l'as appelée forêt gourmande. Et t'es parti de zéro sur ce terrain-là ou il y avait déjà une forêt à cet endroit? Alors non, il n'y avait pas du tout de forêt, c'était vraiment une prairie, une pure prairie de 2,5 hectares qui était entretenue par la présence de chevaux, qui était aussi fauchée. Donc on avait juste de l'herbe, mais ici c'était totalement vide. Et ça, c'était il y a 11 ans. C'était il y a 11 ans. La parcelle était vraiment très très abîmée justement par le piétinement des animaux. La compaction aussi par les engins qui venaient pour faucher. Et là, on n'a eu aucun travail de sol, il n'y a eu aucun labour. On est simplement parti sur une densification du système, exactement comme le fait le vivant quand il va recréer en fait une forêt. Et avec ta démarche, tu as créé un véritable puits de carbone, puisque planter un arbre sur un sol dégradé, c'est séquestrer 10 kg de CO2 par an. Alors si en plus la forêt permet de produire de la nourriture, ça devient particulièrement intéressant. Clairement, il y a des choses qu'on va récolter au bout de la première année, d'autres au bout de 2 ans, 3 ans. Puis il y a des choses, il va falloir attendre 20 ans. Et là, on est vraiment sur le temps des arbres et sur le temps de la transmission. Qu'est-ce qu'on laisse aux générations à venir? Fabrice cultive lui-même la plupart de ses jeunes plantes, afin d'enrichir continuellement sa forêt comestible. Là, on est dans la pépinière. Voilà, C'est le on moment de- multiplie pas mal de plantes. On va planter une nouvelle parcelle. Oui, on va les planter dans la partie sous-bois. Merci. Ouais, parce que normalement, en maraîchage, on a l'habitude de planter au soleil, finalement, pour utiliser la lumière, mais toi, tu plantes à l'ombre. Il y a une partie des plantes, des espèces qui vont pousser à l'ombre. Ouais. C'est un petit peu aussi le principe de la forêt comestible. Allez, attention aux noisettes. Alors, il est où notre sous-bois? Ouais. Par là? C'est par là-bas. Et ça, pourquoi tu les as coupés? Ça, c'est des espèces qu'on plante en densité qu'on appelle AFI. AFI. AFI parce qu'ils sont architecturaux, fertilisants et ingénieurs. AFI, c'est toi qui leur as donné ce nom-là? Ouais, c'est un acronyme qu'on a trouvé pour un petit peu expliquer leur rôle dans le système. Ce qui est architectural, en fait, c'est que c'est des plantes qui sont de croissance vraiment rapide. Et c'est ce qui nous permet, si tu veux, de passer super rapidement de la 2D à la 3D. Donc de passer de la prairie, avec un espace finalement relativement vide, à un espace en 3D avec des volumes. Donc, c'est des arbres que tu ne plantes que pour structurer ton jardin forêt. En protégeant les autres plantes du vent, ces arbres pionniers leur assurent une meilleure croissance. Ce qui étonne généralement, c'est justement la croissance des noyers, des châtaigniers, des fruitiers, mais qui est certainement boostée parce qu'on a densifié, on a coupé, on fertilise avec. On a un stockage de carbone aussi qui est accéléré par la technique. Et nous, on vient couper, on rebalance ça au sol qui va être stocké comme ça durablement. Et elles, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont réagir, elles vont tout repousser encore plus de rue derrière. Notre exploration continue. Ça, c'est un pacanier. Ah, que c'est beau. C'est un jeune pacanier. C'est un arbre qui sera capable, dans ce climat, de faire des noix de pécan. Donc c'est quelque chose qui aime bien, voilà, un petit peu des flux d'ombre. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus que ça puisse grandir. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer les entrées de lumière au sud. On va venir tailler notamment, tu vois, ce petit boulot. Donc couper tout ce qui est en latéral et puis aussi au niveau du sommet. Donc après, ça va tout repousser. Mais entre-temps, on aura aussi rapporté au sol, on aura nourri le sol. Ça fait toujours un peu mal au cœur de couper une branche d'arbre, mais c'est pour la bonne cause. Ah oui, on voit déjà tout de suite la lumière qui arrive par là. D'abord, tu fais l'architecte en enlevant les branches qui barrent la lumière. Ensuite, tu jettes au sol pour fertiliser. Ouais. Et ingénieur, c'est quoi encore? Ingénieur, c'est parce qu'on est quand même dans cette logique de modifier rapidement le milieu, incluant aussi la vie du sol. On stocke du carbone dans un sol qui est vivant, dans un sol qui est aéré, dans un sol qui est plein d'une communauté bactérienne et fongique. Et donc, il faut aussi penser à planter derrière. Il faut planter derrière, d'où l'intérêt d'avoir des petites pépinières aussi. Ça, c'est un message fort. Jardin-forêt plus pépinière de reforestation. Super. Alors, plantons. Ce sont des fraisiers des bois. Fraisier. Une fraise jaune, celle-ci. On va les disposer quelque part par là? Ouais, on va voir un petit peu sur la disposition. Hop. Tu veux les positionner pour te faire plaisir? J'essaie de comprendre ta logique. Ça grandit beaucoup, ça? Non, pas trop. Alors ça, c'est pas en hauteur, mais ça va faire aussi des tapis généreux. Ça va couvrir le sol, ouais. Donc il vaut mieux le mettre à un endroit comme ici où il y a un peu de lumière qui arrive. Voilà, puis c'est un peu vide, donc on va le mettre par ici. Ok. Et celui-ci, tu vois, c'est une petite liane, hein, ça fait quand même du 2-3 mètres de haut.
On peut la mettre là. Bon, bah c'est parti. Je fais un autre trou. Quelques racines. Donc en fait, tu plantes et après, tu laisses la forêt pousser toute seule. Elles vont se débrouiller toutes seules. Ouais. Parce qu'on a l'écosystème forêt, parce que le sol est vivant, qui stocke vraiment de l'eau aussi, en plus du carbone. La façon dont nous cultivons nos aliments a un effet direct sur notre empreinte carbone. En renonçant au labour, par exemple, on réduit les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. Mais il existe des pratiques qui vont encore plus loin et qui visent à absorber du carbone. L'agroforesterie, comme la forêt comestible de Fabrice, et les prairies permanentes, comme les prés de Félix. Dans les deux cas, ils poussent davantage de plantes. Elles produisent donc plus de matière organique et séquestrent d'autant plus de carbone dans le sol. La question n'est donc pas seulement quoi, mais aussi comment. Et à l'échelle mondiale, finalement, les élevages bovins qui font exploser les comptes du GIEC, c'est ceux qui vont importer, qui vont acheter des céréales de l'extérieur pour les donner à manger à leurs vaches. Et toi, Étienne, elles ne mangent que l'herbe qu'elles trouvent dans les prairies. Exactement. Il existe plusieurs manières de fabriquer de la viande bovine. Et donc, soit c'est des herbivores qui sont sélectionnés pour valoriser de l'herbe, soit c'est des animaux qu'on engraisse aux céréales. Et aujourd'hui, ce système-là d'engraissement aux céréales est plus tenable, à la fois économiquement, à la fois écologiquement. C'est le moment d'ouvrir une nouvelle parcelle pour les vaches. Au bout de quelques heures, la différence est flagrante. C'est incroyable tout ce qu'elles ont mangé là depuis ce matin. Ce matin, c'était comme ça. C'est ça. Et là, cet après-midi, c'est comme ça. Et demain matin, ce sera comme ici. Donc elles ont mangé tout en fait. Elles ont tout mangé, exactement. Et donc elles ont tout mangé, de la chicorée, des trèfles, des dactyles, des fétuques, tout plein d'herbes. Enfin, je les force à manger les brocolis avant d'attaquer le dessert. Donc elles sont obligées de tout finir, de finir leur assiette. Et donc là, elles ont fini leur assiette, on va leur proposer le repas suivant. Les vaches n'abîment pas la prairie et elles aident à garder le carbone dans le sol. C'est aussi ce qui motive Fabrice dans sa forêt-jardin. Ça donne l'impression de se promener à travers les décors d'un théâtre avec les différentes couches, les différentes perspectives. Oui, c'est ça. Un peu comme un spectacle où il y a des acteurs qui rentrent à différents moments dans la pièce. Ça s'appelle comment? Un chef qui vraiment fait les fruits au printemps, qu'on va pouvoir cuisiner de différentes manières. Moi, si j'avais vu ça en forêt, j'aurais cru que c'était des trucs vénéneux. Des trucs toxiques, quoi, avec des fruits rouges comme ça. Ouais, des fruits rouges. Tu vois aussi des petites lenticelles un petit peu argentées dessus. C'est assez joli. C'est pas très rassurant quand même. Bah, c'est pas parce que la plante est colorée en fait qu'elle se mange pas, et au contraire, c'est pas parce qu'elle est un petit peu banale qu'elle est pas très vénéneuse. Donc en fait, ça veut rien dire. Il faut vraiment bien connaître la plante. Ce qui est étonnant avec le système de Fabrice, c'est que on redécouvre des plantes que les humains ont consommées de tout temps, mais que l'agriculture a fait tomber dans l'oubli. Là, c'est quelque chose d'un peu plus atypique. C'est un tilleul de Mongolie. Alors, la partie la plus intéressante des tilleuls qu'on va consommer, c'est pas les inflorescences séchées, tu sais, pour faire les tisanes. Ouais. Ce sont les feuilles. Donc, si tu veux goûter une feuille, Ça se mange aussi. on fait en pesto. Hein. D'ailleurs, ouais, on pourra traiter ça. En fait, il y a beaucoup plus de diversité que dans un champ. Il y a juste, bah, tu vois, il y a juste à passer avec le panier et puis à se servir. C'est vraiment génial. Fabrice a vraiment créé un petit paradis en une dizaine d'années. Il y a plus de 1000 espèces végétales, quasi-totalité plantées, mais il y en a aussi qui ont poussé spontanément. Ouais. Et en plus, dans ton système, cette grande diversité végétale, cette grande diversité alimentaire, elle est aussi un puits de carbone. En tout cas, c'est comme ça qu'il se déploie. Effectivement, c'en est véritablement un parce que c'est une agriculture qui est pérenne, qui est permanente, qui utilise des plantes vivaces ou des plantes ligneuses, différemment de l'agriculture classique où en fait, on va labourer, on va utiliser beaucoup d'énergie fossile, on va avoir un travail qui va être répétitif année après année. Là, c'est quelque chose de totalement différent. Ça va croître dans le temps. D'ailleurs, ça va stocker de plus en plus de carbone année après année. Alors, c'est quoi cette plante? Alors cette plante, c'est une plante qu'on voit partout en bord d'étang, le long aussi des fossés. C'est la massette. La massette. Nos grands-parents la consommaient encore, on mange tout dans la plante. Et c'est vrai que quand on goûte ça et qu'on se dit c'est comme du cœur de palmier, mais ça n'a pas traversé la planète pour arriver dans l'assiette. Donc en passant d'une agriculture en 2 dimensions à une agriculture en 3 dimensions, il faut accepter de manger d'autres choses
qu'on n'a pas l'habitude de voir dans nos assiettes, quoi. Ouais, alors voilà, on va continuer à manger les mêmes choses, les 50-60 espèces qui nous intéressent éventuellement, mais on va en fait diversifier considérablement la gamme, et là on peut aller jusqu'à des centaines, voire quelques milliers d'espèces. Donc en fait c'est une espèce de découverte plaisir, et c'est quelque chose de complètement surprenant. C'est un espèce d'infini culinaire, de saveurs, d'odeurs, de goût aussi. Quand je pose la question aux agriculteurs en 2 dimensions, ils réagissent souvent en me disant « Ok, la forêt, elle séquestre du carbone, mais elle ne produit pas de nourriture, au moins pas autant qu'un champ. » Oui. Tu as une idée du rendement de ta forêt nourricière? Quand on plante un jardin-forêt, ça n'est pas une forêt, ça imite l'aspect et le fonctionnement de la forêt, mais tout se mange à l'intérieur. Donc on a des données chiffrées qui commencent à arriver, donc sur des jardins-forêts qui sont plus anciens, qui ont une trentaine d'années, alors notamment le jardin de Graham Bell en Écosse, où là c'était bien chiffré sur la parcelle qui est petite, mais ramenée à l'hectare, on tourne autour de 16 tonnes de production de matière alimentaire à l'hectare, en matière plutôt fraîche. Donc le rendement est au rendez-vous, mais pour ton objectif de nourrir ta famille avec ta forêt, c'est pas encore gagné, surtout parce que tu n'as pas beaucoup de temps, on te sollicite en tant qu'expert sur plein d'autres projets, dont celui d'une forêt sur un quartier dit prioritaire à Dijon, c'est ça où tu veux m'emmener? Ouais, alors c'est à Chenauve, c'est en périphérie de Dijon, effectivement. C'est un délaissé de 1800 m² en pied d'immeuble. Imagine, c'était en fait une pelouse un peu crottoir à chien qui servait à personne. Et puis ce qu'on nous disait au départ, dans ce quartier-là, ça marchera pas, tout va être abîmé. Et on va aller voir ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Mais d'abord, on retourne au Pays Basque. Félix a une méthode particulière dans son potager, que tout le monde pourrait essayer à la maison. C'est efficace cette technique, hein? Bon, c'est pas encore gagné, mais ça va dans le bon sens. Il faudrait qu'on aille jusqu'au bout. Le rouleau écraseur à la Félix Noblia. Mais juste pour que je comprenne, cette végétation, elle couvrait ton sol pour le protéger pendant tout l'hiver, c'est ça? C'est ça. Mais c'était pas une culture, c'était juste un couvert. C'est ça. Et elle va rester là et se faire décomposer par la biologie du sol. D'accord. Et nourrir le sol pendant que les légumes vont pousser. Il faut coucher toutes ces orties là. Donc ça, c'est ce que tout le monde peut faire. Voilà, n'importe qui peut faire ça chez lui. Pour stocker du carbone. Pour stocker du carbone, mais surtout pour avoir des super bons légumes. Le carbone que les plantes ont prélevé dans l'air pour pousser se retrouve ainsi dans le sol. Si jamais un jour tu décides toi de changer de technique par exemple, tout le carbone que tu as stocké au prix de durs efforts, il va être relibéré. Oui. Donc il faut s'engager sur une longue durée finalement. Il faut engager des pratiques comme ça sur des longues durées, mais il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que soit on a un espoir de contenir le dérèglement climatique et l'agriculture devra aller vers du stockage de carbone dans les sols de manière massive, soit on va vers une trajectoire à plus 5 degrés. Pour valoriser et soutenir les pratiques agricoles vertueuses, Félix se bat depuis un moment pour rémunérer les agriculteurs pour leur stockage de carbone. Et dernière initiative en date, c'est qu'il s'est allié à l'équipe d'une entreprise qui crée des certificats carbone. Donc pour un agriculteur ou une agricultrice qui a 100 hectares de céréales, par exemple, ça représente quelle somme? 10 000 € par an. Et Félix, sur ta ferme, par exemple, combien tu gagnerais? Concrètement, sur mon exploitation, ça représenterait une vingtaine de milliers d'euros par an et ça me permettrait d'embaucher quelqu'un en plus. Ce que je ne comprends pas tout à fait, Félix, c'est qu'il y a des mécanismes qui sont en phase de mise en place par l'Union européenne, par l'État français, des mécanismes publics. Toi, tu es allé chercher une entreprise privée. Qu'est-ce que ce certificat carbone, il a de plus que les initiatives publiques? Et certains certificats prennent en compte que le différentiel d'émissions, donc sur des fermes qui émettent moins mais qui continuent à polluer. Donc vous, avec votre mécanisme, vous ne rémunérez que ceux qui ont un effet positif sur le climat? Stockage net de carbone, effectivement. C'est quoi concrètement les entreprises qui vont vous acheter ce certificat carbone? Alors, ce sont tout type d'entreprises, que ce soit des entreprises du BTP, des entreprises aériennes. Donc c'est du greenwashing d'entreprises qui n'arrivent pas à faire ça toutes seules, à mettre en place des pratiques vertueuses au sein de leur entreprise? Précisément pas, puisqu'il s'agit pour elles aujourd'hui d'investir dans un véritable changement de pratique agroécologique sur leur territoire. Mais vous venez quand même du milieu de la finance, vous avez aussi changé votre mode de vie, je sais pas, vous mangez différemment, vous prenez plus l'avion. On essaye de se mettre en cohérence personnellement avec la mission de l'entreprise. Et donc, par le passé, j'ai beaucoup pris l'avion et en effet, la seule fois où j'ai pris un avion ces 2 dernières années, je me suis fait démolir par un de nos investisseurs.
Et donc ça a changé. Et donc ça a changé. Vous êtes venu en train. Nous sommes venus en train. Très bien. Et Félix, ça va être quoi ton rôle au sein de cette entreprise finalement? Moi, ça va être d'accompagner les agriculteurs et la conception de la méthodologie sur les plans de la technique agronomique. Il est très important que les incitations financières arrivent bien dans la poche des agriculteurs. Fabrice accompagne lui aussi de nouveaux projets très concrets. Donc là, on est vraiment au milieu de la ville de Dijon, quoi. Enfin, dans le banlieue de Dijon. Ah bah oui, complètement. Ouais, C'est ouais. super. C'est vraiment un espace urbain. Donc c'est transposable en ville, ta forêt comestible. C'est génial. Alors là, c'est pas encore tout à fait une forêt. Ah, c'est le début de la reforestation. Ouais, voilà, les sujets sont encore jeunes, ce qui est complètement normal. Ils vont prendre de l'ampleur, du volume. Il va falloir le temps aussi que ça s'installe, mais il y a des récoltes qui sont possibles déjà dès à présent. Donc voilà, vous avez trouvé, on va bientôt récolter. Je finis juste avec récolter pour pouvoir cuisiner. Je finis juste avec les autres. Alors, J'ai pas besoin de la trouver. regardez ce que tu as dans les On mains. a tu trouvé. regardes pour la cuisine. Vous l'avez trouvé? Ouais, t'as vu? Et les habitants du quartier se sont appropriés ce jardin-forêt. Ah bah oui, tout de suite, parce qu'en fait, on l'a planté avec eux. Et là, les enfants, ils participent aussi. Oui, parce qu'en fait, depuis 2 ans, tous les mercredis, dans la période mars-octobre, on fait des ateliers avec eux. Et comment tu as eu l'idée, avec ton association Pirouette Cacahuète, de créer un jardin-forêt au milieu de la ville? On avait envie de travailler sur les îlots de fraîcheur, parce qu'avec le dérèglement climatique, il faut créer des îlots de fraîcheur dans les villes pour que les habitants puissent venir tranquillement à l'ombre. Et quand on a connu ce concept de forêt comestible, on s'est dit, faire un îlot de fraîcheur comestible, ça a double sens en fait, parce qu'on amène aussi les gens à se réinterroger sur leur alimentation par un projet comme ça. Et il n'y a pas eu de soucis particuliers ou de choses inattendues qui s'est passé après la mise en place du jardin? Non, non, on avait nos gardiens de la forêt qui étaient les jeunes du quartier. On était nous-mêmes très surprises par cette posture qu'ils ont prise tout de suite en disant « Ah mais non, mais c'est super pour aussi nos petits frères, nos petites sœurs de vivre ça. Ça permet d'avoir de la vie dans le quartier. » Et quand tu vois les enfants s'approprier cet espace, c'est vraiment chouette. On se dit que c'est peut-être les agriculteurs urbains du futur. Ah bah totalement, ouais, c'est vraiment jubilatoire de les voir. Ce qui est génial, c'est que dans quelques années, ça va être comme chez toi ici. Oui, voilà, ça va devenir un boisement, une petite forêt à manger. On va quasiment tout manger ce qu'il y aura dedans. Là, clairement, malgré les apparences, on marche sur de la nourriture en permanence. Et ici, au Pays Basque, le modèle défendu par Félix se diffuse lui aussi. Une quarantaine d'éleveuses et d'éleveurs venus d'un peu partout en France sont réunis pour s'organiser et faire en sorte que les produits du pâturage soient bien identifiés et reconnus par les consommateurs. Ah, tu vois, elle commence à s'approcher là. Je dois dire qu'avec tout ce que tu m'as expliqué aujourd'hui, j'ai absolument pas de scrupule à manger de la viande. Délicieux. Bravo, bien joué. Ah non, c'est chouette. C'est bon, tu peux partager avec ton voisin. Bon appétit. Je vois que t'es pas tout seul en fait à faire de l'élevage à l'herbe, hein. C'est que des éleveurs, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est génial. En fait, si tu veux, on est un collectif structuré en association pour valoriser l'élevage à l'herbe. C'est des éleveurs qui font de l'élevage à l'herbe, qui stockent du carbone dans leur sol et qui ont envie de le faire savoir et qui ont envie de montrer à quel point aussi c'est bénéfique pour la santé, pour l'eau et pour tout le reste d'avoir ces systèmes d'élevage qui sont nouveaux. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand j'achète de la viande, c'est impossible de savoir si l'éleveur séquestre du carbone dans la façon dont il procède sur sa ferme. Eh bien, c'est pour ça qu'on a choisi de créer cette marque collective, justement pour que les consommateurs puissent savoir, regardez, votre viande, elle a un impact positif pour la planète. Chez Fabrice aussi, c'est l'heure de passer à table. Et donc là, ces fleurs, c'est quoi? Ça, c'est des fleurs de l'arbre de Judée. C'est un arbre qui pousse dans plein d'endroits. Dans les parcs en général. Dans en les France. parcs, ouais. Alors, on va consommer les fleurs, qui sont une bonne source de nutriments aussi. Ça a un petit goût sucré. On peut pas les manger crus? Si, tu peux les manger crus, complètement. Complètement. C'est comme ça qu'on va les manger avec une petite vinaigrette. C'est génial, ça croustille comme une petite pousse de soja. Ouais, de radis. c'est plein de vitamines. Mais c'est sucré. Et donc ensuite, là, on a quoi? Ça, c'est ce qu'on a cueilli juste avant. Alors, c'est ça qu'on va mettre dans le smoothie. En fait, on est sur au moins une vingtaine de végétaux différents. Donc, il y a de l'égopode, il y a du lamier maculé, il y a de la consonène, il y a du sédum.
C'est quoi, ça ressemble à des noisettes? C'est quoi? Alors ça ressemble à des noisettes, ouais, c'est les noix du ginkgo. Tu sais, l'arbre Ginkgo biloba, Ouais. un arbre qu'on trouve dans plein de parcs en France ou en Allemagne. Qu'est-ce que c'est ça, par exemple? Ça c'est Tu un... le fais comment? C'est un pain d'épices. C'est un pain d'épices à partir de farine de gland. Ce coloris noir, hein, c'est pas du tout du chocolat. C'est la farine de gland qui colore naturellement de manière sombre. Tu peux le goûter, ça? Ah ben, si tu veux continuer, Ouais. commencer par le dessert, il n'y a Je suis aucune curieux règle. de ici, savoir de à toute quoi façon. ça ressemble. C'est délicieux. C'est hyper nourrissant, ça. Hein. Ça, c'est hyper nourrissant. Ça aussi, si tu veux, on a vraiment des choses qui apportent des calories alimentaires, puis d'autres qui apportent vraiment des nutriments. Donc ça, typiquement, manger des fleurs, on va avoir des pigments végétaux, des vitamines. Comment est-ce qu'on pourrait aider les consommateurs à faire les bons choix pour stocker du carbone en mangeant? Du coup, ce serait les inciter à justement consommer des produits issus de l'agroforesterie, des jardins-forêts, des forêts comestibles. Et justement, il y a des scientifiques qui s'intéressent à créer un label justement de produits issus de l'agroforesterie ou des jardins boisés. Donc, Un label comme on connaît le label bio et qui serait un label agroforesterie. Voilà, complètement, et qui justement sensibiliserait le public et qui pourrait encourager ces produits-là et donc encourager les personnes qui les produisent. C'est juste magnifique. C'est les couleurs de la nature. Donc, bon appétit. Bon appétit, Fabrice. Tu vas nous dire si tu aimes ou pas. Ouais, alors je commence, là c'est l'ail des ours. Voilà le goût du futur. En plus, l'Union européenne s'est fixé pour objectif la neutralité carbone de l'agriculture d'ici à 2035. La forêt nourricière de Fabrice et l'agriculture décarbonante de Félix nous montrent 2 exemples parmi tant d'autres de ce à quoi pourrait ressembler cette mutation. Il est possible de séquestrer du carbone dans le sol, mais pas en quantité suffisante pour pouvoir continuer à rejeter sans limite du CO2 dans l'atmosphère. Il faut faire les deux, réduire nos émissions et passer au carbone farming. Protéger le climat et l'environnement, ça commence à l'intérieur de la Terre.